Donc Emanuele Coccia, qui est philosophe et maître de conférences à l'École des hautes études en sciences sociales, membre du CRAL. Elle a commencé sa carrière comme historien de la philosophie, et vous allez voir, c'est très important, philosophie médiévale, autour de la tradition avéroïste, publiée avec Giorgio Agamben, une anthologie des anges dans les trois grands monothéismes. Et ses recherches ensuite ont évolué vers d'abord une théorie de l'image, puis de la nature du vivant. Donc il est auteur de La vie sensible, publiée en 2010 chez Payot Rivage, puis de La vie des plantes, une métaphysique du mélange en 2016, qui ouvre une réflexion sur l'importance d'une philosophie du végétal. Et son dernier ouvrage, Métamorphose, publié l'année dernière, élargit cette perspective en s'intéressant au processus de transformation au sein du vivant. Alors, comme je le rappelais en tout début, cet ancrage dans la période médiévale est très intéressant parce que justement la pensée d'Emanuele Coccia nous aide à nous décentrer, à décentrer notre regard de la modernité, si j'ose dire, avant la biologie du 19e siècle, qui voit la domination du concept de milieu sur le vivant, la philosophie de la nature d'inspiration aristotélicienne, qui prévalait à l'époque médiévale, ne faisait pas la distinction entre les formes de vie. Et la Terre est, je cite, un lieu partagé par tous les êtres vivants, indifféremment de la distinction entre plantes et animaux et hommes, comme l'écrivait Emanuele dans La vie des plantes. C'est dans cet esprit qu'il se propose aujourd'hui d'aborder le contexte de la pandémie à l'échelle planétaire, avec le titre de sa conférence d'aujourd'hui, « La science du confinement planétaire pour une histoire critique de l'écologie moderne ». Je lui cède la parole en le remerciant une nouvelle fois. Oui. Bonjour, bonsoir. Désolé pour les quelques minutes de retard. Il y avait des problèmes techniques et des problèmes de pastorat domestique liés à la présence de ma fille qui doit être quelque part dans la salle. Et je suis très heureux et très honoré d'être là. Et je remercie infiniment Stéphane de m'avoir fait l'honneur de venir ici. Et ce que je voudrais vous présenter aujourd'hui, c'est un regard historique sur la science écologique. C'est un travail que j'ai fait depuis quelques moments pour des raisons vastes et variées. Tout d'abord parce que j'ai reçu une éducation biologique, agronomique et botanique depuis les plus tendres âges. Et j'ai été donc sensibilisé à ces genres de questions. Et surtout parce que j'enseigne depuis désormais 4 ans, je pense, à l'histoire de l'écologie à Sciences Po, ce qui m'a amené à conduire un vaste travail de recherche au sens presque médiéval du terme, c'est-à-dire de recherche documentaire sur pourquoi, comment cette science a surgi, pourquoi, comment, par exemple, cette science a pris les noms d'écologie, qui est un nom qui ne va pas de soi. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un ensemble d'éléments d'une recherche que je suis en train de conduire et qui va, j'espère, déboucher dans un livre qui devrait paraître l'année prochaine chez Flammarion. Donc, tout d'abord, pour comprendre les jalons historiques qui ont permis de former, de constituer cette science qui, de base, est la science qui porte sur la relation que toutes les sciences vivantes, toutes les espèces vivantes ont entre elles et la relation que la totalité des espèces entretient avec la totalité de la planète, en fait. Pour que, ce qui m'intéresse n'est pas simplement une histoire des attitudes écologique, ce n'est pas juste une histoire de la sensibilité écologique, de l'idée qu'il faudrait protéger ce qu'on a en face de soi. Ce qui m'intéresse, c'est quand est-ce qu'il est né l'idée qu'il y aurait un savoir qui permet de comprendre, non pas et non seulement sur une échelle locale, ce que la vie, comment la vie dans toutes ses formes, ses relations réciproquement, mais aussi quelle est la relation de la vie à la planète qui l'héberge. Et cette interrogation-là, qui est, vous voyez, extrêmement spécifique, ne peut que naître effectivement à l'intérieur d'un contexte politique, scientifique et culturel particulier, parce qu'il faut déjà avoir brassé la totalité de la planète au moins
croire d'avoir embrassé cette totalité. Et donc, elle présuppose, la naissance de l'écologie présuppose déjà la révolution astronomique, présuppose l'ensemble des conquêtes plus ou moins brutales que l'Occident a entrepris à partir du XVe siècle envers les autres continents, mais elle présuppose aussi un regard global, universaliste, autour de l'ensemble des espèces vivantes. Donc il y a un ensemble d'étapes qui permettent à cette science de se constituer, dont la première est intimement liée à, disons, aux lumières ou à l'esprit scientifique de l'Europe du XVIIIe siècle. Les deuxièmes, et je vais évidemment bien spécifier cet ensemble des étapes, ou quelques-unes parmi elles. La deuxième prémisse que je voudrais avancer, c'est que l'écologie est une science particulière parmi les sciences, entre guillemets, naturelles, car elle est d'emblée une science qui présuppose que pour comprendre, si vous voulez, la relation de l'ensemble des vivantes sur Terre, il ne suffit pas la biologie, il ne suffit pas un regard physique, il ne suffit pas un regard chimique, il ne suffit pas un regard physique, il faut un autre regard qui est plus du côté des sciences sociales, si vous voulez, que des sciences naturelles. Pour le dire avec une formule, l'écologie n'est comme une science sociale du non-humain, même si c'est une science sociale qui s'ignore, mais c'est un savoir qui d'ailleurs présupposait que ce qui définit la relation entre les chiens, les chats et, je sais pas, les chênes, ce n'est pas juste du métabolisme, donc ça appartient pas que à la chimie et à la biologie, ce n'est pas que de la gravité, donc ça n'appartient pas à la physique, mais c'est un ensemble d'événements qui sont d'ordre social, genre la compétition, la collaboration, etc. D'ailleurs, de cette nature sociale de la science, on en a la preuve dans les noms que cette science porte en elle. L'écologie, comme vous savez, sûrement, c'est un mot inventé en 1866 par le grand darwinien allemand qui est Ernst Haeckel. C'est une figure extrêmement importante, pas que de l'histoire du darwinisme en Allemagne, d'ailleurs de la culture allemande de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui invente ces mots, mais à partir du nom précédent que l'école de Linné avait donné à cette science, qui est économie de la nature. Là où économie doit être compris comme, dans ce sens ancien, au sens, si vous voulez, à la Xénophon ou à l'Aristote, c'est-à-dire la science de l'ordre domestique. En fait. Donc, l'économie, et qu'elle, baptise, ou si vous voulez, change les noms d'économie de la nature, parce que en 1866, la proximité entre économie de la nature et économie politique ou économie marchande était devenue trop gênante et trop forte. Mais il n'empêche que pour s'interroger sur comment l'ensemble des espèces vivantes se rapportent entre elles, la réponse est comme l'ensemble des éléments qui constituent une maison. Donc, vous voyez, on sort des sciences naturelles et on vient à la science sociale, et une science sociale profondément marquée par une espèce de contre-totémisme humain. En fait. On projette une expérience sociale de l'humanité sur l'ensemble des vivants, et on va voir à quel point ces choix primitifs a été, portent avec soi des conséquences qui font que l'écologie souvent est plus les problèmes que la solution aux problèmes qui nous troublent aujourd'hui. Au fond, si vous voulez, l'idée que je voudrais vous proposer, c'est que il faut revenir aux origines de l'écologie pour comprendre d'un côté les potentiels, pour comprendre pourquoi, par exemple, même aujourd'hui, l'écologie est la seule instance universaliste qui puisse résister à n'importe quelle forme de critique culturelle, en fait. Pour donner un exemple bête, au fond, personne aujourd'hui oserait s'adresser à Greta Thunberg pour lui dire « tu pars d'un point de vue
occidentale, blanc, suédoise, dès qu'on parle dès qu'on se pose du point de vue écologique, on a accès à un universalisme qu'aucun autre savoir, qu'aucune autre instance a droit de soulever. Et il faut bien comprendre que cet universalisme appartient originairement au projet de la science écologique, mais il faut revenir aussi aux origines de la science écologique parce que pour poser cet universalisme, parfois l'écologie a dû faire des choix obligés à son époque, mais dont elle n'a jamais pu ou su se libérer. Notamment, par exemple, la question du nom. Pourquoi on dit que l'ensemble des vivants constitue une grande maison est l'un des exemples les plus gênants. Donc, j'ai dit donc l'écologie naît au XVIIIe siècle dans les cercles du grand biologiste suédois Carl Linné, qui est, comme vous savez, le premier à s'interroger sur la totalité des vivants. C'est celui auquel on doit les systèmes de classification binomiale qui a permis de s'orienter et de pargner. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça voulait dire avant Linné de identifier un être vivant. Ça signifiait se taper à chaque fois un texte de 5-6 lignes dans une langue différente. Donc ça a vraiment simplifié beaucoup. Et je les répète parce que parfois on lit souvent que voilà, c'était l'un de... que ce système a été un peu le vecteur d'un impérialisme ravageur, mais c'est vrai aussi que moi je fais un peu de pratique même quand tu fais un herbier, si tu n'as pas un nom qui te permet de te comprendre c'est compliqué. Donc, mais c'est important de comprendre que ce sont les élèves de celui qui s'est interrogé sur quel est l'ordre de tous les vivants entre eux, qui ont posé la question quels sont les rapports non plus purement logiques, mais si vous voulez concrets, existentiels, éthologiques de tous les vivants entre eux, et qui ont posé donc que ces rapports a quelque chose d'une nature purement sociale. Je dis déjà ça. Une chose très importante de cette espèce de plongée dans les archives très peu interrogées de la science écologique, c'est que ça nous permet, ou ça permet de comprendre à quel point l'écologie est une science hautement métaphysique et spéculative. Et elle ne peut qu'être une science spéculative et métaphysique parce que, justement, elle ne peut que s'interroger sur la totalité, donc sur un ensemble des données qui ne peuvent pas, au bout du compte, devenir données purement empiriques. Même à l'état d'avancement des recherches d'aujourd'hui, comme les taux des spéculations au sens d'hypothèses métaphysiques est très élevé. Et on s'en rend compte en lisant l'ensemble des papers qui depuis 2 siècles et demi, ont constitué cette science. Autre chose, ça peut-être oui. Autre chose importante, c'est que je vous ai dit l'écologie naît comme une tentative d'embrasser la totalité des vivants. Elle s'est constituée comme ces projets-là, et c'est à cause de cette volonté qu'elle ne peut que se constituer à l'intérieur d'un univers épistémologique théologique. Pourquoi ? Parce que dans un contexte fixiste, dans un contexte pré-darwinien ou pré-transformiste, où on croit que les espèces sont telles pendant toute leur existence, pour postuler qu'il y a une relation entre une mouche dans cette salle, un buffle au Texas et un ornithorynque à Sydney, c'est-à-dire 3 individus qui ne vont jamais se rencontrer de leur vie, qui n'ont aucun lien généalogique entre eux, il faut forcément se poser du point de vue de celui qui a produit, inventé, projeté, idéé ces 3 individus, car c'est seulement dans sa tête que ces individus trouvent un ordre. Donc,
lorsque, et on va articuler un peu plus en détail, l'écologie a besoin de se constituer comme une forme de théologie naturelle. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier que Darwin étudie la géologie à l'intérieur des facultés de théologie naturelle, mais il le faut pour des raisons épistémologiques. Donc, je ne veux pas que ce récit soit compris comme il y a une base théologique, donc c'est nul. Donc, comme la théologie a fourni pendant des siècles un peu juste les cadres épistémologiques pour poser la question de l'universalisme. Donc, je commence à détailler quelques éléments. Donc, le tout premier texte qui pose cette question-là, c'est le texte, la thèse de doctorat d'un élève de Linné qui s'appelle Isaac Biberg. Et on peut, à cette époque-là, comme il y a des historiens ici, j'imagine, mais on sait très bien que l'osmose entre thèse de doctorat et professeur est très forte. C'est pas comme aujourd'hui, ou pas comme aujourd'hui on est censé, il faudrait faire. Donc on peut attribuer les thèses de Biberg à Linné et à l'inverse. Et ce texte-là porte les noms de économie de la nature. Donc l'économie de la nature, donc c'est la première phrase qui ouvre le texte. C'est une traduction que je donnais. Donc la très sage disposition des êtres naturels est instituée par les souverains créateurs, selon laquelle ceux-ci tendent à des facultés et ont des fonctions réciproques. Vous savez peut-être que en théologie, économie et disposition, ce sont des synonymes. Donc, c'est une définition qui est relativement tautologique. Mais ce qui est intéressant, c'est tout d'abord reconnaître ou se poser la question autour de deux éléments. Tout d'abord, pourquoi on appelle cet ordre de l'ensemble des êtres naturels économie? Pourquoi on a recours à ce nom? Et pourquoi cet ordre présuppose, octroie à l'ensemble des éléments aux membres de cet ordre des fonctionnements et des fonctions réciproques? Pourquoi c'est à travers l'économie qu'on peut projeter, au fond, une sorte de fonctionnalisme globalisant? Tout d'abord, sur la première question, la réponse est presque une réponse obligée. En fait, je vous ai dit, le recours à la théologie est un recours qui est nécessaire, épistémologiquement nécessaire pour atteindre un niveau certain stable d'universalité. Mais vous savez aussi facilement que dans les contextes chrétiens, Dieu est aussi les créateurs. Donc, le monde face à Dieu se donne à connaître comme une maison, se donne à connaître face au père de famille. Donc, le mot économie, c'est ici un mot technique. Je fais référence ici à un ensemble des publications, un livre de Agamben, un livre de Marie-Josée Monzan, et surtout la très très grande monographie de Gerhard Richter sur l'histoire de ces termes. Mais on sait très bien que le choix, l'idée que les créationnismes chrétiens obligeaient la théologie chrétienne à penser que les rapports entre Dieu et les mondes, ce sont des rapports économiques et pas des rapports politiques. Dieu est le père de famille et pas les chefs du gouvernement. Et Dieu correspond à votre père et pas à Macron. Et Dieu a un pouvoir sur la terre seulement parce qu'il est père de famille, seulement parce qu'il a créé ceux sur lesquels il a les pouvoirs. Or, je vais préparer plein de slides, mais je vais aller un peu plus vite pour éviter de vous ennuyer avec des détails de théologie. Cette image permettait effectivement, avait un atout incroyable, c'est-à-dire de souligner, dire que le monde constitue nos économies, c'est-à-dire un espace domestique, permettait de comprendre immédiatement qu'il y a un lien d'intimité et de consanguinité entre tous les êtres vivants et, très important, tous les êtres vivants et l'ensemble des objets ou de choses inanimées qui composent cet ordre domestique. Car, comme vous savez, l'ordre économique dans l'Antiquité était un ordre de pouvoir, maison, espace domestique et espace
urbain ou politique n'est s'opposait pas comme les pouvoirs s'opposent à l'absence de pouvoir, mais comme deux formes différentes de pouvoir. Dans l'espace politique, les pouvoirs est adressé vers les êtres libres et seulement humains. Dans l'espace domestique, les pouvoirs s'adressent à un ensemble d'êtres vivants et à un ensemble d'objets non vivants. Du coup, si dans l'espace politique, les concepts, ou si dans les gouvernements politiques, les concepts fondamentaux étaient celui de liberté, le pouvoir politique présuppose une liberté et doit viser à la production de liberté. Dans l'espace domestique, les mots-clés ou le concept fondamental, c'est vers quoi le gouvernement, l'acte de pouvoir tend, c'est la production d'un ordre. Très, très important. C'est très important parce qu'on commence à comprendre pourquoi l'écologie a, encore aujourd'hui, cette obsession pour retrouver, rétablir, constater partout un ordre. Ordre qui est défini par une utilité. On n'a pas les temps, mais si vous lisez par exemple un traité, l'un des traités les plus importants de l'économie de l'Antiquité, celui de Xénophon, on n'a pas les temps, mais vous allez voir que la maison, l'espace domestique est défini par un élément patrimonial, par la propriété, et la propriété est définie par une utilité. Donc, il faut que les bons chefs de famille, les bons pères produisent un ordre, et cet ordre correspond à la production d'une utilité. Donc, vous voyez que l'imposition de cette, qui est l'idée d'économie, qui est l'idée de penser l'ensemble des êtres vivants comme à l'espace domestique, porte avec soi de choix inconscients, de conséquences implicites, qui est l'idée que l'ensemble de ces êtres soit défini par un ordre et que cet ordre ait la fonction de produire une utilité à la fois locale et globale. Ce qui, et je vais vous montrer quelques textes pour vous démontrer que je ne suis pas en train de fantasmer, mais c'est ce que les textes après prouvent. Ce qui est compliqué, parce que vous voyez que en choisissant de s'appeler économie de la nature, choisissant ce modèle domestique, on s'oblige forcément à une vision qui reste extrêmement patrimoniale de la nature. Si vous pensez à l'ensemble des discours écologiques en ces moments, on ne parle que de protection, conservation, révalorisation. C'est un vocabulaire qui frappe par sa proximité avec les vocabulaires, si vous voulez, économiques. Et on n'a pas les temps, mais l'ensemble des textes fondateurs de l'écologie ne fait que repenser la nature de ce point de vue très très proche de la comptabilité, si vous voulez, une comptabilité non humaine et non marchande, mais qui reste telle. C'est l'autre grande conséquence, c'est que en adoptant cette image, cette métaphore, cet ensemble, ces complexes épistémologiques, on est obligé à, si vous voulez, à acheter, à porter avec soi un regard qui reste extrêmement patriarcal. Malgré tous les efforts de l'écoféminisme, penser, si vous voulez, la nature, l'ensemble des relations tissées par la totalité des êtres comme à l'espace domestique, en effet, ça oblige à repenser de forme patriarcale. Et il y a une sorte d'étrange, si vous voulez, contradiction. D'un côté, l'écoféminisme, que je considère peut-être l'une des courantes les plus intéressantes à l'intérieur de ce qu'on appelle l'écologie depuis 2 siècles et demi, a permis de comprendre énormément de choses. De l'autre côté, elle ne s'est jamais libérée de ce que, d'ailleurs, les féminismes ne cessent pas de combattre, c'est-à-dire la maison, l'espace domestique, etc. Donc, il y a cette tension qui n'est pas résolue, mais qui relève de cette histoire non interrogée. Et si on revient après cette brève, comment dire, ce court éclaircissement sur la signification de ce mot économie, on va voir que
on est frappé par, si on commence à passer en revue les textes fondateurs de l'écologie. Est-ce que je peux juste... parce que j'ai dû... non, je l'ai, pardon. On est frappé par le fait qu'on peut constater une sorte de proximité absolue avec l'économie marchande. En fait, ce qui frappe de cette étude, même un cœur superficiel de source, c'est que écologie et économie marchande, néolibéralisme, capitalisme, vous l'appelez comme vous voulez, ce sont deux jumelles siamoises, en fait. Et que du coup, si l'écologie reste telle qu'elle est, elle pourra jamais être un outil de subversion anticapitalisme. Il est juste le capitalisme appliqué à la nature, en fait. Ce qui frappe, par exemple, au-delà de la coïncidence terminologique, c'est que on retrouve les mêmes métaphores. Vous connaissez tous et toutes la métaphore de la main invisible qui produit les marchés ou l'équilibre de l'offre et de la demande. Et vous trouvez ici, c'est ce même texte dont je vous ai parlé, l'idée qu'il y a de mains sécourables qui permet de assurer une conservation réciproque entre tous les êtres. Et je vais vous dire après pourquoi la question de la conservation est si importante. Chose très intéressante, c'est que aussi le parallèle, ça c'est un autre texte d'un autre élève de Linné, qui sort à peu près dans les mêmes espaces d'années, c'est les cui bono, c'est-à-dire à quoi bon, comment dire, quelle est la fonction des êtres. Et là, on voit, par exemple, ce passage-là, c'est intéressant. Il y a je vais vite, je vais pas, mais il y a un parallèle, comment dire, un parallélisme, une forme de comparaison entre l'économie de la nature et l'économie marchande. Donc, on dit, en effet, l'ordre qui s'est produit à l'intérieur de la nature est exactement le même que celui qui se produit dans l'économie privée, où ni la charrue, ni la clôture, ni l'état de fumier ne conviennent comme nourriture ou remède, etc., etc. Je ne veux pas lire parce que sinon ça nous amène trop loin. Une chose qui est très, très intéressante pour... Ah, ouais. Parce que j'ai du mal à respirer, en fait. Donc et c'est angoissant de donner l'impression d'être sur les points de mourir, en fait. Une chose qui est intéressante aussi et qui relève de comprendre quels sont non pas les tenants et les aboutissants, mais les conséquences de ce choix du modèle épistémologique pour comprendre cette totalité des êtres, c'est essayer de saisir les moments où l'écologie aurait pu se transformer dans une forme de politique naturelle. En fait, si vous voulez, les choix, comme je vous ai dit, au fond, dans les mondes anciens, dans l'Antiquité, espace domestique et espace politique s'opposaient, en fait, comme deux formes de gouvernement qui n'étaient pas faciles à concilier. Il y a des écoles différentes, Platon, Aristote, mais c'était deux mondes, distincts, et qui sont réunis seulement dans dans les mondes hellénistiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce texte-là, qui est un texte d'un autre élève de Linné, qui sort en 1760, Wilk, on voit, on va les lire celui-là par contre parce que c'est intéressant, on voit l'auteur constater qu'il y a une guerre de tous contre tous, les êtres vivants, et guerre de tous contre tous, évidemment, c'est un terme technique obscien, mais au lieu de suivre ce qu'il aurait été, au fond, une espèce d'instinct pavlovien de dire il y a une guerre, donc il faut un contrat, donc il faut une politique, il y a un immédiat refoulement de la réalité de cette guerre pour dire en fait, ce n'est pas véritablement une guerre parce qu'il y a un ordre qui est produit automatiquement par les êtres. Donc, je lis ce passage qui est extrêmement intéressant, qui m'a toujours frappé
aussi pour une raison dont je vais parler tout de suite, c'est si un homme a la vérité nue comme au moment de la création de la première naissance, mais cependant dans la meilleure période de la vie, et jouissant d'un jugement mûr, tombé dans ces mondes que nous pouvons du moins imaginer. Si cet homme contemplait avec tous ses sens attentifs les globes terraqués, comme une nouvelle demeure, il observerait les ciels couverts d'innombrables végétaux d'une grande diversité, entremêlés dans la plus grande confusion et maltraités par les vers, les insectes, les poissons, les amphibies, les oiseaux, les mammifères, au point d'inspirer la pitié. Il verrait ces vivants non seulement dévorer les fleurs les plus belles, mais même par une étonnante tyrannie se déchirer les uns les autres sans compassion. Bref, il ne remarquerait rien d'autre que la guerre des tous contre tous, et d'autre part, il se verrait lui-même sans défense et exposé à la violence du plus grand nombre. Inquiet et incertain, il trouverait difficilement, et même il ne pourrait pas trouver un lieu où se réfugier. Donc, c'est la guerre. C'est très, très important. Donc, effectivement, si on essaie d'imaginer, si on se pose du point de vue de Dieu, la première chose qui frappe lorsqu'on voit l'ensemble des êtres se relationner les uns avec les autres, c'est qu'ils s'entre-dévorent, en fait. Donc, et c'est important pour deux raisons. Il y a un élément, comme l'écologie naît comme la contemplation d'une multiplicité des formes qui sont sur les points de s'autodétruire. Et on voit la ligne qui part de ce texte-là jusqu'à la question de la biodiversité. Si vous voulez, le terme biodiversité est quelque chose d'épistémologiquement assez semblable. C'est un terme qui a été inventé dans les années 80, comme vous savez, lors d'un colloque qui a eu lieu aux États-Unis, mais c'est un terme qui sert à la fois à désigner le fait que la vie se donne toujours comme une multiplicité, mais que cette multiplicité est menacée de l'intérieur, en fait. Donc, il y a toute une histoire qui serait à écrire du fait que dès que la biologie commence à contempler la multiplicité des formes de vie, elle fait face au fait que cette multiplicité semble se détruire par elle-même, en fait. Donc, ce texte est un exemple, mais pensez à l'histoire des Noé. C'est Noé en français, l'histoire du personnage biblique, en fait, les déluges, en fait. Et aussi aux réflexions récentes sur la biodiversité. La multiplicité est toujours quelque chose qui, c'est comme une limite négative. Mais donc, premier élément, c'est celui-là. Deuxième élément, c'est ce texte pose pour la première fois quelque chose qui deviendra extrêmement important et fort dans l'histoire de l'écologie occidentale, l'effet que la toute première évidence du lien qui relie tous les êtres vivants, c'est le fait alimentaire. En fait, et que si on doit trouver l'évidence d'un ordre, et d'un ordre qui dépasse toute forme de guerre, il faut les trouver dans la relation trophique, alimentaire, qui relie tous les vivants. Donc, il y a toute une histoire, par exemple, qui part de ce texte-là, et qui passe par Darwin, par les traducteurs, par un élève du traducteur italien de Darwin, et qui arrive jusqu'à Homo écosystème, qui est l'idée de, voilà, il y a un équilibre qui se produit à l'intérieur des natures et qui doit passer forcément par la relation qui relie tous les êtres comme en tant que relation trophique, en fait. Donc, le grand mystère que l'écologie a dû résoudre pendant 2 siècles et demi pour pouvoir démontrer qu'il y a pas un déséquilibre, qu'il y a une harmonie, si vous voulez, c'est la question alimentaire. Et c'est d'ailleurs pour cela, on n'a pas les temps je suis désolé, je lance des choses mais c'est pour cela, par exemple, qu'à un moment, l'un des événements clés de l'histoire de l'écologie moderne a été les moments où, dans les années 40, un chercheur américain qui s'appelle Robert Lindman fait pour la première fois la traduction de cet équilibre trophique qui avait été présenté à peu près à partir du 19e siècle en termes thermodynamiques, en fait. Donc, cet équilibre trophique n'est pas juste un équilibre trophique qui fait que chacun mange quelque chose et est mangé par d'autres, mais c'est un équilibre aussi thermodynamique d'énergie. Mais la nécessité de retrouver un équilibre thermodynamique relève de cette nécessité, qui est une nécessité qui n'est pas empirique du tout, qui relève de cette intuition fondamentale, en fait. Et vous verrez dans ces textes-là,
au fond, l'auteur a évoqué cette guerre, et au lieu de dire, donc peut-être, s'il y a une guerre, il faut forcément qu'il y a eu un traité politique, un contrat entre les êtres, ce qui était épistémologiquement possible à cette époque-là, parce qu'il y avait une forme d'animisme, si vous voulez, qui était encore présent. Et bien il dit non, après un long séjour dans ces mondes, déjà il distinguerait à peu un ordre élémentaire, et enfin, la confusion suprême lui apparaîtrait comme un ordre si remarquable qui, dans son étonnement, il reconnaîtrait difficile et même vain de chercher dans l'œuvre divine un commencement et une fin. En effet, toutes les choses sont dans un mouvement circulaire. Donc voilà un premier état de problème que une recherche de sources nous donne. Une chose très importante à comprendre, c'est que on peut comprendre les génies, si vous voulez, et les véritables gestes darwiniens que à l'intérieur de cette histoire. En fait, Darwin, si vous voulez, tout d'abord, Darwin, comme vous savez, n'est pas les premiers à inventer les transformismes des espèces. Déjà, Lamarck et plein d'autres l'avaient affirmé. Ce qu'il fait, Darwin, au moins, vous savez qu'il y a au moins deux Darwin. Il y a les Darwin de l'origine des espèces en 1859 et les Darwin de la Descent of Man de 1871. Les deux textes ne disent pas la même chose sur comment cette multiplicité se produit. Ils disent des choses même opposées. Mais on n'a pas le temps d'y revenir. Mais la prestation philosophique ou théorique de Darwin de 1859, c'est pas tellement de dire les êtres se transforment, c'est de dire que la transformation des espèces relève d'un phénomène de compétition. C'est-à-dire, et c'est ça la prestation qui fait Darwin, il transforme ce qui faisait problème pour l'école de Linné. Il y a une guerre, mais grâce à Dieu, il y a un ordre qui se produit et qui, c'est un peu ce que l'économie marchande a toujours fait. Il y a un conflit, mais l'économie permet de résoudre magiquement ces conflits. Et Darwin, si vous voulez, dit, et c'est très clair lorsqu'on regarde les notes, en fait, où le mot économie de la nature revient en tous les temps. Darwin, ce qu'il fait, c'est de penser que la guerre n'est pas ce que l'ordre doit résoudre. La guerre, c'est le moteur de la production de l'ordre, en fait. C'est à travers cette guerre alimentaire que la nature arrive à produire un ordre et à produire une amélioration d'elle-même, en fait, sur une échelle locale et sur une échelle globale. Ça, c'est très clair, par exemple, à la toute dernière page entre autres, outre dans les notes, en fait, dans les cahiers, à la toute dernière page de l'évolution de l'origine des espèces. Mais voilà, c'est ce qui est important, c'est que la révolution darwinienne doit être comprise comme un jalon de cette énorme invention qui est l'idée que la nature montre une forme de socialité, si vous voulez, non humaine, et que l'ordre de la nature se produit socialement, et pas juste biologiquement, pas juste mécaniquement, pas juste physiquement. J'ai déjà parlé beaucoup, donc et je voulais vous raconter comment, à partir de ces intuitions, on arrive au concept d'écosystème. J'ai pas le temps parce que c'est 70 slides, mais c'est pas grave. Je dis juste deux éléments. Ce qui est à un moment, on commence deux choses. Tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue bêtement historique, l'écologie telle que l'écologie scientifique naît en Europe, mais devient à partir du début du XXe siècle une science américaine au sens des États-Unis. En fait, ce sont les États-Unis qui ont produit cette science, qui est, d'un point de vue culturel, extrêmement intéressant, parce que c'est à la fois les pays qui a produit les plus grands taux d'industrialisation, mais aussi, si vous voulez, son antidote. Et ce qui est important aussi pour comprendre pourquoi, dans les années 60-70, les grandes contre-cultures écologiques sont nées aux États-Unis et pas en Europe, en fait. Parce que, effectivement, le sol des cultures académiques de cette science était entièrement, et la plupart des concepts
qu'on utilise en écologie ont été inventés par des chercheurs américains. Donc ça commence à la fin du 19e siècle par des chercheurs comme Möbius, encore en Europe, ou Stephen Forbes. On commence à penser à la fois au concept de communauté biotique, de biocénose, c'est Möbius qui invente ça, et de ensemble à la fois biotique et abiotique. Et c'est ce texte-là qui date de Forbes, The Lake as a Microcosm, qui nous dit deux choses. Tout d'abord, qui nous dit que d'emblée, l'écologie a besoin de chercher des case studies où les milieux soient au moins sur 3/4 fermés, en fait. La limnologie, la science, les lacs devient une figure fondamentale dans l'histoire de l'écologie parce qu'on peut supposer, même si c'est pas vrai, que au moins sur 3/4, ces milieux sont fermés. Donc on peut se dire, j'ai bien observé, j'ai des données qui sont sûres, alors que dans d'autres, si on va dans une forêt, il n'y a pas de limite naturelle. Ou bien, l'autre grand modèle épistémologique pour l'écologie, c'est l'île, en fait. Donc, et il y a une littérature énorme sur à quel point, il y a plein de données biaisées par les faits qu'on a pris comme modèle épistémologique, comme paradigme de communauté biotique à l'intérieur d'une île, ce qui ne se reproduit pas forcément dans la terre ferme. Donc, ça nous dit ça, et ça nous dit que d'emblée, à partir de la fin du 19e siècle, il y a une tension qui s'est produite dans les études écologiques entre ceux et celles qui cherchent de se focaliser sur la communauté biotique, donc ce qu'à partir de Möbius on appelle la biocénose, et qui est très forte en biologie végétale. En fait, il y a toute une histoire de l'écologie qui est très très liée à la botanique, à partir évidemment de Humboldt et d'autres et de l'école allemande, et ceux ou celles comme Forbes qui essayent de dire ben non, on ne peut pas se concentrer sur la communauté des vivants. Pour comprendre l'équilibre écologique, il faut intégrer un ensemble de facteurs abiotiques. Et la naissance du concept d'écosystème relève de cette tension-là. Le mot écosystème a été inventé par un chercheur anglais, je suis désolé, mais qui s'appelait Arthur Tansley, qui publie en 1935 ce texte-là. D'ailleurs, ça m'a toujours frappé de penser que ce mot qu'on considère comme une espèce comme une forme de réalité, comme lorsqu'on dit montre ou nez, etc. C'est un texte qui surgit dans une polémique extrêmement pointue sur une question très très pointue. Donc, il publie sur ce texte qui s'appelle The Use and Abuse of Vegetation. Vous pouvez lire, qui est un texte qui s'adresse contre la Vulgate de l'époque. Vulgate qui est celle représentée par un chercheur américain qui s'appelle Frederick Clements, qui est l'un des grands-pères de l'écologie américaine et mondiale, qui avait introduit l'idée qui était surtout un botaniste, et qui avait introduit l'idée que on pouvait considérer que la vie d'un ensemble d'êtres vivants, admettons une forêt, soit comparable à la vie d'un individu. Donc une forêt, se comporte comme un individu, donc il y a une jeunesse, une maturité qu'il appelle climax, ou climax, comme les mots latins a été liés en anglais, et ensuite une dégénérescence. Et l'idée de Clements, c'était, qu'on peut déterminer quel est les climax de communauté végétale, et que surtout on peut comprendre quelle est la succession. On peut trouver une forme de régularité qui fait qu'une communauté spécifique succède toujours une autre communauté spécifique. L'idée de Tansley, c'est de dire, ben non, en fait, on peut pas se concentrer pour comprendre cet équilibre, cet ordre, cette harmonie qui s'y produit plus ou moins spontanément. On peut pas se contenter d'étudier l'élément biotique. Ce qui est important, c'est aussi un ensemble d'éléments non biologiques, en fait. C'est pour cela,
Donc l'humidité, le pH, l'acidité du sol, c'est le pH, etc., etc. Un ensemble de si c'est un sol argileux ou sableux, etc. C'est pour cela que Tinsley fait recours au mot système, qui commençait à devenir un mot clé dans les sciences, surtout physiques de l'époque, et c'est pour cela qu'il produit cette espèce d'étrange hideux néologisme qui est le mot écosystème, en fait. Donc écosystème dit surtout cette opposition en forme radicale de organicisme. Voilà, ça c'est ça c'est par exemple le premier texte où Lindemann, pas Robert, Raymond Lindemann commence à affirmer l'idée que voilà, on peut traduire cet ordre trophique dans un ordre thermodynamique, mais je voulais en fait, vu que le temps a sauté, je voulais juste vous raconter une autre, vous montrer quelle autre conséquence relativement abominable ou relativement dangereuse apporter l'effet qu'on continue à imaginer cet équilibre, cet ordre entre tous les êtres et entre tous les êtres et l'espace abiotique, ordre que doit produire en utilité, en fait, etc., etc. Et tout ce que je vous ai raconté, c'est pour, pour vous suggérer qu'à chaque fois que vous lisez ou que vous allez lire, du coup, un manuel d'écologie ou un paper d'écologie scientifique, à chaque fois que vous lisez les mots ordre, fonction, utilité, sachez qu'il n'y a rien d'empirique là-dedans. Il n'y a que, une espèce de viscosité conceptuelle qu'on se transmet depuis 1749 et qui relève juste de choix qu'on a dû faire pour arriver à ce regard universaliste, mais qui ne peuvent pas relever d'une observation empirique. D'ailleurs, l'utilité n'est pas du tout quelque chose qu'on puisse constater effectivement d'un point de vue empirique. C'est très, très compliqué d'un point de vue empirique. Mais bref, un autre exemple pour vous, au fond, vous inviter à vous mettre aux études, peut-être même à instituer à l'école normale une chaire d'histoire de l'écologie, c'est par exemple le fait que cette idée de maison, donc d'un ordre fermé, ordonné, utile, a porté sur un autre plan, c'est-à-dire sur l'introduction de l'idée d'espèces invasives et espèces autochtones. Donc, sur l'idée qu'il y aurait une nativeness, une autochtonie biologique. Cette idée, est-ce que j'ai encore 5 minutes? Ouais. Cette idée naît, en fait, on ne va pas lire, je vous raconte, du moment où, au 19e siècle, grâce à Humboldt, donc Alexander, donc, le frère de Wilhelm, qui écrit ce texte magnifique qui est Cosmos et qui est un peu le grand fondateur de la géographie botanique. On commence du coup, même en Europe, à s'interroger sur les caractéristiques de la flore locale et on commence à écrire, à compiler des listes de flore locale. Et c'est un botaniste anglais qui s'appelle Hugh Watson, pardonnez-moi pour la prononciation un peu maladroite, qui commence à envisager les projets de créer une flore britannique, une Cybele britannica, qui publie autour de la moitié du siècle. Mais avant de faire cette longue liste, elle commence à s'interroger sur les critères. Donc, elle publie en 1935 ce texte qui s'appelle Remarks on the Geographical Distribution of British Plants, dans lequel il commence à se dire, si je devais faire un recensement d'êtres humains, et d'êtres humains britanniques, je ne pourrais pas inclure les Allemands ou les Français qui viennent d'arriver en Angleterre. Et de la même sorte, je ne peux pas donc du coup inclure dans cette liste les plantes qui sont arrivées pour des raisons scientifiques, d'études, pour des raisons ornementales,
Donc, pensez à tous les grandes, à l'histoire des grands, de Kew Gardens, en fait. Et il s'est dit, et donc il commence à poser ces problèmes-là. Et plus tard, lorsqu'il publie donc La Cybèle Britannica, il prend, ça c'est 2 pages que je vous ai copiées, il prend les concepts du common law de l'époque, donc il distingue the native, denizen, colonist, alien, et il les plaque sur les plantes. Donc c'est à partir de ces gestes, si vous voulez, de contre-totémisme, où un biologiste dit, pour comprendre la relation à l'espace des plantes, je peux me référer à la relation à l'espace de la tribu britannique, si vous voulez, qu'on commence à dire il y a des plantes autochtones et des plantes étrangères. Ce qui déjà devrait nous donner une petite alerte, parce que ça veut dire qu'à chaque fois que vous dites l'Alianthus ou les robiniers, ce sont des plantes invasives, ces deux arbres particulièrement combattus aujourd'hui. Vous demandez à ces 2 plantes de se comporter comme un bon citoyen de l'empire, du Commonwealth anglais du 19e siècle. Vous voyez que c'est un peu ridicule de demander aux plantes de respecter des lois qui en plus relèvent du 19e siècle. Mais et il y a tout un débat sur lequel on ne peut pas revenir. Ce qui est important, c'est que cet ensemble des questions ont été réactualisées par un livre qui fut très important, pas que, surtout d'un point de vue de conscience publique large, de Charles Elton, qui est l'un des plus grands écologues du XXe siècle. C'est lui qui, par exemple, a inventé les concepts de chaîne trophique, lorsqu'il publie en 27 un livre sur l'écologie animale. C'est lui qui invente qui donne une première version très importante du concept des niches. C'est l'un des premiers à avoir imposé l'idée d'une pyramide alimentaire. Donc c'est vraiment l'un des grands pères de l'écologie. Mais il publie en 1958 ce texte, et on n'a pas le temps de les lire, mais il commence à parler de l'invasion biologique dans des termes encore une fois très contre-totémique, si vous voulez, et il compare l'invasion de plantes ou de êtres à l'invasion humaine ou même aux bombes atomiques, en fait. Donc, vous voyez à quel point, ce qui était très intéressant, au fond, il y aurait tout un livre à écrire sur à quel point sciences humaines et sciences naturelles se constituent l'une sur l'autre, en fait, sur un rapport de totémisme et contre-totémisme. On raconte souvent que les sciences sociales naissent lorsque Auguste Comte vole à Lamarck les concepts des milieux et permet de penser. C'est une des histoires sur la naissance de la sociologie, mais on voit à quel point il y a ces liens. Mais c'est vrai aussi l'opposé, que souvent l'écologie, comme elle pense, une communauté non humaine, est obligée à se nourrir des concepts et d'idées qui viennent des sciences sociales. Et on n'a pas les temps, mais ça, c'est par exemple un autre épisode de pourquoi cette histoire peut être intéressante tout d'abord pour comprendre que parfois l'écologie, comme je dis, est souvent les problèmes et pas la solution à nos problèmes, et pourquoi, au fond, dans cette guerre, dans ces combats écologiques qui nous animent tous et toutes, en fait, une part importante doit être octroyée à la recherche théorique, en fait. Moi, j'enseigne depuis quelques ans l'histoire de l'écologie j'allais dire l'histoire de la théologie, l'histoire de l'écologie à Sciences Po, et très souvent, des élèves absolument exceptionnels, comme je leur fais lire de textes, ils m'objectent, mais on n'a pas besoin de s'attarder à lire, à penser, etc. Il faut faire des actions, aller arracher des OGM dans les champs agricoles juste à côté de Paris. En fait, cette attitude qui est compréhensible, qui est très jeune, adolescente, et qui est très bien, mais est compliquée de 2 points de vue. Tout d'abord, vous savez que même en assumant une attitude militante, ce n'est pas la même, mais même si on assume une attitude militante, vous savez très bien que l'hégémonie
peut être, comment dire, que l'hégémonie, par exemple, du communisme, du socialisme, même du capitalisme, a été à travers la production d'un nombre inouï d'essais théoriques, en fait. Au fond, c'est seulement grâce à des bibliothèques immenses que on peut dominer les mondes, en fait. Donc, l'écologie devrait faire la même chose. Mais, de manière un peu plus sérieuse, ce que je voulais vous montrer, c'est que la charge, la quantité d'hypothèses qui sont purement spéculatives et qui ne peuvent qu'être purement spéculatives dans l'écologie est tellement grande qu'il faut, à mon avis, beaucoup plus que descendre dans la rue, se fermer dans des bibliothèques et recommencer à étudier. Je termine juste avec une phrase. En fait, je pense qu'on pourrait parler du changement climatique et de l'anthropocène comme on pourrait les décrire de manière un peu science-fiction. C'est comme si l'humanité avait été transplantée dans une autre planète. On s'est retrouvé comme si on s'est retrouvés tous et toutes sur une planète qui nous est devenue complètement obscure, incompréhensible. C'est un peu la thèse, si vous voulez, aussi de ce grand livre de Amitav Ghosh qui est Les Grands Dérangements. Non, on n'a plus les catégories même littéraires pour raconter les mondes. Les mondes ont changé. Donc on est un peu tous et toutes comme Adam et Ève face à ce premier monde qui s'est ouvert face à ses yeux. C'est un mythe, je suis pas chrétien, mais imaginez qu'est-ce que ça veut dire avoir les yeux qui s'ouvrent pour la première fois comme des pionniers absolus face à un monde qu'il faut tout d'abord commencer à baptiser, à nommer. Et je pense que la vraie écologie d'aujourd'hui doit faire ça, recommencer à baptiser la réalité biologique qui est en face de nous, en sachant que la plupart des savoirs que nous a légués sont maladroits, mal construits et faux. Je m'arrête là. Merci beaucoup pour cette belle conférence. Je veux dire, tu nous as proposé une sorte d'archéologie de l'écologie scientifique, comme qui nous a proposé une archéologie de l'écologie scientifique comme archéologie du savoir, en fait, en essayant... Enfin, il y a deux éléments très forts en fait dans ton propos. C'est d'un côté la question de la porosité, de la circulation conceptuelle très très forte entre la mise en place d'une nouvelle philosophie de la nature autour de Linné. Alors en partie héritée, mais Linné était considéré comme le nouvel Aristote d'une certaine manière. Et puis, de l'autre côté, au moment même où s'inventent aussi les sciences de la société au XVIIIe siècle, même l'invention de la société au XVIIIe siècle comme concept. Donc, on voit comment il y a une sorte de coproduction, en fait. On va chercher dans la nature des modèles, on va chercher dans la société des concepts opératoires pour décrire la nature. Enfin, on a déjà eu cette conversation sur la société des plantes, c'est-à-dire comment il y a une forme de circularité. Ça, je trouve que c'était vraiment très, très intéressant, cette tension qu'il y a entre le naturalisme d'un côté et puis de l'autre côté les sciences sociales, et qui vont évidemment être portées à leur paroxysme au XIXe siècle. Bah, tu l'as dit, entre Comte, Cuvier, Darwin, etc. Enfin, la force du darwinisme social après le darwinisme naturaliste. Et puis, la deuxième invitation, c'est l'invitation aussi à une forme de réflexivité. Alors, c'est là peut-être que le titre de ta communication sur une histoire critique, je dirais, prend tout son sens, c'est-à-dire, au fond, il ne faut pas simplement produire une sorte de généalogie qui existe déjà, disciplinaire. Tous les manuels d'écologie scientifique, enfin moi j'en ai lu aussi, commencent par des chapitres d'histoire, en fait. C'est-à-dire que la plupart des écologues, ce qu'on appelle les écologues, se font historiens de leur propre discipline. Et là, effectivement, on est plutôt dans un rapport très neutralisé. Et ce qui est intéressant, je voudrais, si je peux juste lancer la discussion, bon, on n'a pas très peu de temps, mais je pense que d'un côté, ce que tu analyses, c'est une forme de dépolitisation chez Linné, qui est très nette, en fait, en allant chercher des modèles du côté de l'économie. Il y a un concept que tu n'as pas cité, mais qui traverse en fait tous ces auteurs, c'est le concept d'équilibre de la nature. Alors, on peut dire c'est l'ordre divin, mais en fait, après, ça va être récupéré par
des gens qui sont complètement matérialistes, absolument pas chrétiens, et qui vont à travers ce concept d'équilibre à des gens qui n'ont pas pour vocation en fait de répondre à des questions de géopolitique, et ça c'est quelque chose qu'on retrouvera vendredi autour de la conférence de Chris Boiler autour de la biodiversité, parce que par exemple autour de l'océanographie, alors que toute l'écologie scientifique a été largement, comme tu l'as dit, enracinée dans des questions de localité, de territoire, de milieux fermés, hein, donc les îles, les lacs, etc. Aujourd'hui, la forêt amazonienne. Comment on fait avec l'océan, où les milieux sont fluides? Qu'est-ce que c'est un milieu océanique? Un écosystème qui est mobile. Et alors, effectivement, pour ça, la génomique, on passe à une échelle microscopique qui permet en fait de sortir. C'est là où les questions d'échelle aussi sont très intéressantes dans ce que tu nous as présenté. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a peut-être le temps pour une question. Je me tourne vers Hélène. Oui, alors merci beaucoup pour cette question qui... Est-ce que j'ai 2 heures pour répondre? Non, non, je rigole. Non, je rigole. C'est une question centrale et très importante. D'ailleurs, c'est la question qu'à chaque fois, même les étudiants posent. Alors, il y a 2 choses. Au fond, c'est une double question. D'un côté, plus méthodologique et de l'autre côté, plus spécifique. Sur les plans spécifiques, il y a énormément d'études surtout à partir des années 70. On a... comment dire, sur la vague ou 80 de tout ce qu'on a fait autour de la décolonisation, on a commencé à accuser, disons, l'écologie occidentale de s'être définie à partir de processus de colonisation. En fait, cette connaissance de la globalité a été possible seulement à travers ce long procès de ravage, d'extraction, etc. Donc, l'écologie porterait en elle-même une trace, l'écologie occidentale porterait en elle-même une trace de cette, je ne sais pas comment on l'appelle, mais de ces culpabilités politiques originaires. Et c'est à partir de ce constat qu'on a commencé à opposer à l'écologie impérialiste occidentale deux formes d'écologie locale, notamment là-dessus il y a des bibliothèques entières de l'Amazonie à la Chine. Moi, je connais très bien ce qui s'est fait en Amazonie parce que c'est un pays que je fréquentais beaucoup et j'ai beaucoup fréquenté à la fois les botanistes brésiliens et les populations entre guillemets amazoniennes en fait. Mais c'est donc oui, il y a une bibliographie qui est vaste et qui est très importante. Si je ne l'ai pas cité, c'est pour des soucis d'ordre méthodologique en fait. C'est-à-dire, il me semble que tout d'abord qu'une chose c'est de affirmer un ordre qui relève d'un contexte local et qui est très intéressant, qui est très important. Autre chose, c'est essayer de constituer une science qui est peut-être, trouble, compliquée, mais qui définit qu'il y a quand même un rapport entre
tous les êtres et surtout tous les milieux. Cette chose-là est forcément inscrite, comme elle ne peut que naître à l'intérieur du contexte européen à partir du XVIIIe siècle, pour des raisons historiques et à la fois épistémologiques. Donc, il me semble que l'écologie soit forcément liée, ne peut que naître dans ces contextes-là. En revanche, le point faible, me semble, de l'opposition entre l'écologie occidentale et l'écologie locale, amazonienne, sibérienne, chinoise, africaine, c'est que cette naissance occidentale de l'écologie, ou cette complicité initiale avec un projet impérialiste, n'entache pas la possibilité d'une traduction et d'une réutilisation non impérialiste. Par exemple, lorsqu'on parle avec Marc Janson, qui est le directeur de l'herbier de Paris, il vous explique très bien que, bien évidemment, l'herbier a été aussi les produits d'un impérialisme féroce, mais il n'empêche que c'est un bien qui est à la disposition de n'importe qui, en fait, aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce dépôt de savoir, des spécimens qui permet de reconnaître une plante partout, peut être utilisé par n'importe qui dans le monde. Ce qui s'oppose à l'idée d'un savoir local, en fait. Donc, de ce point de vue, par exemple, il me semble que, malgré tout ce qui a été fait, même de la mouvance aravoyenne sur la récupération du savoir locaux, est quelque chose d'aporétique, en fait, de problématique. Parce que si cette science a été constituée effectivement dans un rapport de complicité avec les pires crimes de l'humanité, il n'empêche que on en a besoin. On a un besoin fou d'une instance que, d'un point de vue biologique et surtout politique, puisse prendre le point de vue de la planète tout entière et pas d'un milieu, en fait. Et si, comme on renonce à cette idée planétaire qui est après, parce que je vous ai pas raconté toute la grande histoire de cet universalisme qui est comment on fait de la vie un phénomène qui n'est pas local, mais qui est planétaire. Donc toute l'histoire qui passe par Vernadsky, qui passe par Lamarck tout d'abord, parce que c'est lui les premiers à avoir saisi cette idée-là, et qui ensuite par Vernadsky et arrive jusqu'à comment il s'appelle, Lovelock et Margulis, en fait. L'hypothèse Gaïa, c'est la toute dernière hypothèse de cette idée qu'il faut penser la planète pour penser la vie, et il faut penser la planète pour penser l'ensemble la relation entre toutes les espèces. Donc, il y a un universalisme auquel on ne peut pas renoncer, pour des raisons aussi politiques, c'est-à-dire c'est seulement à travers la planète éventuellement que l'écologie peut devenir politique, en fait. Et d'ailleurs, si je peux me permettre juste une chose, ce qu'on a traversé, parce que j'ai oublié d'expliquer pourquoi j'avais donné ce titre, mais peu importe, je ne l'expliquais pas. Mais par contre, ce que la pandémie a montré de manière irréversible, c'est que, au fond, il y a une unité de la chair entre tous les vivants, au moins humaines et non humains, en fait, qui fait que, parce que voilà, ce qui arrive au corps en Inde est immédiatement lié de manière charnelle et tragique à ce qu'il arrive ici et à l'inverse, en fait. Donc on a c'est comme si la pandémie avait produit une deuxième globalisation, une deuxième planétarisation qui a largement dépassé tout ce que la globalisation a pu, tout ce que l'économie, la politique, les conquêtes ont pu produire en termes de globalisation. Donc, il y a une autre globalisation qui s'est produite grâce à la pandémie, qui fait qu'on a vécu pour la première fois un événement nettement planétaire, et on sait qu'on est relié par la chair et pas par l'économie, pas que par l'économie, pas que par la politique. Et cette évidence-là
est une évidence qui, par exemple, seulement l'écologie peut se saisir, parce que la politique des États, la politique de l'ONU devient caduque, en fait. Donc, il y a une chance, je trouve, dans cet universalisme, dans l'écologie, plutôt mal s'est fait porteuse, parce qu'elle a bricolé un universalisme avec des éléments qui sont parfois coupables, parfois non, mais c'est quelque chose auquel on ne peut pas renoncer. Et les succès d'ailleurs de Greta Thunberg, même politique, ne dit que c'est là, en fait. Donc, c'est pour ça que au fond, je pense qu'il faut dépurer, distiller, il faut revenir à reproduire une vraie réflexivité pour qu'on puisse garder l'enfant en jetant l'eau, en fait. Je ne sais pas si on dit ça. Enfin, ouais. Dans l'eau du bain. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre... C'est quelque chose qu'on retrouvera de toute manière tout au long de cette semaine, à commencer par... Oui, c'est une tension qui traverse, comment dire, et les champs militants et l'étude plus théorique. Mais moi, ce qui me fascine, je dois dire, dans l'histoire de l'écologie, c'est cette capacité d'inventer, vraiment d'inventer, malgré tout, malgré les péchés, malgré les culpabilités historiques, d'inventer un nouvel universalisme. Et c'est une chance inouïe. Aucune autre science, savoir, aucun autre savoir pourra aujourd'hui obtenir ça. Donc, il ne faut pas lâcher. Là, évidemment, il y a des fautes qu'il faut punir, mais il y a quelque chose que l'écologie a vu. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple concret, j'étais, par exemple, je termine là-dessus, mais j'étais c'était avant la Covid, donc on ne sait plus si c'était il y a 2 ans, 3 ans, parce que les temps avant est juste les paradis qu'on a perdus pour toujours. Mais j'étais dans une espèce de festival organisé à l'intérieur du jardin botanique à Rio, où on avait invité un ensemble de chefs de populations, surtout oniquines, mais pas que, de populations amazoniennes, des botanistes, de philosophes, de personnages de la culture, pour produire un dialogue, en fait. Et c'était tout d'abord intéressant et on a vécu une semaine, mais en vivant à l'intérieur du jardin botanique de Rio. Donc c'était déjà, parce que c'est un jardin sublime, et Rio déjà est sublime, mais les jardins botaniques. Mais c'était intéressant déjà de se dire, on se rencontre dans cette espèce de reproduction du paradis, en dépassant la question de qui est responsable de quoi ou qui a produit quoi. Et cette attitude théorique était surtout accompagnée et servait surtout à quelque chose de très, très pratique, c'est-à-dire d'un côté, la botanique brésilienne a besoin des savoirs accumulés par l'ensemble des populations amazoniennes. Mais l'inverse aussi est vrai, parce qu'apparemment, à l'intérieur de beaucoup de communautés locales, les jeunes ne s'intéressent plus à la botanique, où il y a des problèmes de transmission de ce savoir ou de stabilisation de ce savoir. Donc, c'est les communautés locales qui ont besoin de l'aide des botanistes du jardin, en fait, pour qu'on puisse à la fois garder et stabiliser ce savoir, mais aussi les traduire, et l'inverse, en fait. Donc, je pense que l'écologie, c'est ce qui nous permet de faire ça aujourd'hui. Donc, plutôt que nous interroger sur l'Occident contre l'Orient, l'Amazonie contre l'Europe, on a un outil inouï qui nous permet pour une fois de faire cette opération de traduction. Et c'est pour ça que c'est intéressant de continuer à travailler. Et c'est pour ça qu'il faut se renfermer dans des bibliothèques beaucoup plus que descendre dans les rues, à mon avis, en fait. Très bien. Disons, on peut faire les deux, disons. Oui, mais c'est qu'on fait que... Non, bien sûr, je suis d'accord. C'était juste parce que, en fait, les nombres de chaires d'histoire de l'écologie se comptent dans humains. C'est pour ça, en fait. Il y a énormément de chaires d'histoire de l'économie et d'histoire de n'importe quoi, en fait.
c'est dommage, en fait, parce que en fait, ça serait au fond la chose la plus importante en ces moments. D'ailleurs, cette semaine les témoigne, en fait, au fond de... Non, mais c'est vrai que c'est une discipline aussi qui a peu intéressé les historiens des sciences aussi, enfin, si on compare avec d'autres disciplines. Et là, on voit qu'elle a un intérêt stratégique, quoi, tant du côté de... Parce qu'elle était vraiment au carrefour aussi de l'économie, du politique, de la morale, etc. C'est vraiment passionnant. Ben, écoute, on te remercie. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est quand même un peu tard. Et merci encore pour cette belle conférence. On se retrouve demain matin.